Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mathias Lévy-Noguer, je suis le directeur général de Logeo. Et donc, je suis vraiment très heureux de vous accueillir avec toutes les équipes de Logeo ici pour cette matinée sur la décarbonation de l'acte de réhabilité. Donc, c'est un sujet qui est très important pour nous. Donc, peut-être quelques mots avant de commencer sur où vous êtes, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas très bien. Donc là, vous êtes dans une des deux implantations principales de Logeo. Donc Logeo, c'est un opérateur d'habitat social qui intervient sur l'axe Seine. Donc notre siège social est au Havre, mais notre activité est vraiment répartie de façon extrêmement équilibrée, principalement sur deux pôles, un pôle havrais étendu et un pôle rouennais étendu. Mais c'est un axe Seine, enfin, voilà, nous on appelle ça, on dit que c'est l'axe Seine. C'est un axe Seine qui va aussi en Ile-de-France, parce qu'on se développe aussi notamment dans le Mantois. Et puis c'est un axe Seine qui s'évase un peu, parce qu'on va au nord jusqu'à Dieppe, on va jusqu'à Caen, on va un peu dans l'Eure. Voilà, donc c'est un axe Seine un peu élargi. Et donc notre intervention, c'est vraiment de travailler sur ce territoire de l'axe Seine. Et sur ce territoire, on développe à peu près tous les métiers de l'habitat social. C'est-à-dire qu'on fait du logement locatif social, et on le fait sous toutes ses formes, en construction neuve, en acquisition-amélioration, en structure collective, en colocation meublée. Enfin, on développe vraiment tous les segments de l'habitat social locatif. On fait aussi de la promotion sociale. Donc, on a une filiale de promotion, Logeo Promotion, qui fait de l'accession sociale, donc du PSLA principalement, et beaucoup de bail réel solidaire. On est vraiment très en pointe sur ce sujet-là. On a été la première société HLM de France agréée en tant qu'OFS. Et donc, on est très, très présent là-dessus. Et puis, pour compléter cette activité, on a aussi une activité de syndic social, où on gère donc des lots en syndic, mais par une coopérative d'intérêt général qui s'appelle Logeo Gestion. Donc, voilà un petit peu nos métiers. Donc, locatif social, promotion sociale, syndic social, et une activité donc, qui s'étend sur un territoire très riche, très divers, l'axe Seine. Une activité immobilière forte, avec beaucoup de production historiquement. On produit 500, 600 logements par an, à peu près 9. Et bien sûr, une activité de réhabilitation très importante. On gère 25 000 logements. Et comme vous le savez, notre métier, même si c'est un métier de bâtisseur, c'est avant tout un métier de service. Notre premier métier, c'est quand même d'offrir un service à 25 000 ménages locataires. Et dans ce service, la qualité de l'habitat en fait partie, la qualité du bâti en fait partie. Et donc, il y a eu une politique d'investissement patrimonial très forte depuis maintenant une dizaine d'années sur notre patrimoine avec un gros volume de réhabilitation. On est monté à plus de 1000 réhabilitations par an certaines années. Là, on redescend un peu maintenant autour de 400-500. Mais c'est une activité très soutenue. Et c'est vrai que depuis maintenant 4-5 ans, notamment avec toute l'équipe, mais notamment avec Marie Nguyen qui nous a rejoint il y a maintenant 4 ans, c'est ça 4 ans, pour prendre en charge la direction environnement. On a construit, bien sûr, une stratégie de décarbonation sur différents axes, sur tous les volets exploitation, bien sûr, mais aussi sur tout ce qui touchait autour de l'acte de construire ou de réhabiliter. Et c'est vrai qu'on a découvert, enfin moi en tout cas en tant que directeur général, j'ai découvert ce sujet il y a 4-5 ans, parce que c'est Marie qui m'a formé. Et la première et les premiers constats que j'ai pu faire, en tout cas quand on a commencé à me montrer quelques chiffres, étaient assez déroutants. C'était, pour faire simple, alors les métriques à l'époque étaient peut-être pas aussi précises que maintenant, mais pour faire simple, les premiers chiffres qu'on avait montraient que quand on faisait une réhabilitation, aussi performante soit-elle, le retour sur investissement carbone, si je puis dire, c'est que l'impact carbone de la réhabilitation mettait à peu près 15 ans à se dissiper par les économies qu'on faisait dans l'exploitation. Bon, alors c'était peut-être des métriques fausses, mais en tout cas, le chiffre était interpellant. Et donc, très vite, avec Marie, on s'est dit, c'est pas possible. Enfin, alors, affinons les chiffres, certes, mais surtout, posons-nous la question de savoir comment est-ce qu'on fait un acte de réhabilitation qui soit cohérent par rapport à une stratégie de décarbonation. On ne peut pas creuser le trou pendant qu'on veut le boucher. C'est pas possible. Donc, il faut qu'on trouve des voies de passage.
Et bien sûr qu'elles existent. Hein. Le simple fait d'adresser le sujet, le simple fait de travailler, de poser ces questions-là aux architectes et aux entreprises, le simple fait de leur faire élaborer je dirais des premières matrices de bilan carbone de leurs projets, même si le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'elles sont quand même loin d'être normalisées et comparables les unes avec les autres, permet déjà d'avoir des projets qui présentent des efficacités en termes de bilan carbone bien meilleures qu'un projet standard. Donc, mais c'est vrai qu'on est sur un chemin aujourd'hui. On est sur un chemin, et le sentiment qu'on a, c'est que ce chemin, il n'est pas complètement balisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un référentiel clair sur lequel on puisse s'appuyer, il n'y a pas des méthodes toutes faites, et que donc on a besoin de le travailler, de l'affiner. Et pour ce faire, il y a le travail qu'on fait en interne, et puis il y a ce qu'on fait ce matin. Voilà, ce matin, c'est un peu l'esprit aussi de la manière dont on aime travailler. Alors, au sein un petit peu de... Vous savez, chez Logeo, on a un lieu professionnel, un lieu de réflexion, de débat qu'on appelle le 139, qui se matérialise beaucoup dans notre siège social, avec un certain nombre d'événements, mais qui se matérialise aussi ici, avec des réunions comme aujourd'hui, où c'est vraiment, quand on a une problématique, un sujet de travail qui nous paraît intéressant, et ce qu'on aime bien faire, c'est la mettre en discussion, en débat, avec beaucoup d'humilité, mais en même temps avec beaucoup d'énergie, avec les parties prenantes, donc ceux qui, comme nous, mais parfois avec d'autres positions que nous, qu'ils soient architectes, constructeurs, bureaux d'études, sont confrontés aux mêmes problématiques pour voir si, en mettant ça en débat ensemble, on peut arriver à construire peut-être des éléments de vision commune qui nous permettront de mener des projets plus intelligemment à l'avenir. Donc c'est exactement l'objectif de cette matinée, c'est de créer ce temps d'échange entre nous et vous, entre vous et vous, pour essayer de voir si on peut finalement s'inspirer collectivement sur des premiers éléments de vision partagée sur ces sujets-là, qui, on l'espère, vous seront utiles, mais nous, on en est certains, nous serons très utiles à nous aussi. Donc, voilà, donc dans cette salle, je remercie vraiment toutes les personnes extérieures à Logeo qui ont bien accepté de participer à cet événement et qui vont être contributeurs. Il y a aussi beaucoup d'équipes de Logeo qui sont là aussi, qui sont contributrices aussi et intéressées. Voilà, donc c'est un événement un peu hybride, interne, externe. Et je vous remercie encore une fois pour votre présence. Et je ne vais pas être plus long, je vais passer la parole tout de suite à Marie, en vous adressant une dernière fois. Donc bonjour à tous, ou bonjour. Ce que Mathias ne vous a pas dit, c'est que ça fait 2 ans à peu près que je tourne autour du pot de cet événement. Voilà, c'est pas évident, ça n'a pas été complètement évident à organiser. La réhabilitation, c'est déjà une affaire complexe en soi, sans y ajouter du carbone. On a le confort des habitants, on a la performance thermique énergétique qui dicte aujourd'hui, avec l'éradication des étiquettes négatives, des passoires énergétiques. On a le milieu occupé, on a la question des financements qui sont souvent contraintes lors de réhabilitation. Alors, ajouter la question du carbone, voilà, j'ai compris... parce qu'on me l'a fait comprendre plus ou moins subtilement en interne, que c'était un peu du masochisme, en fait, de vouloir se rajouter cette contrainte-là. Mais avec l'ARE 2020, on est monté en compétences. On est monté en connaissances, en acculturation. Aujourd'hui, quand on prononce les IC construction, les IC énergie, c'est plus des gros mots. Les ACV, dynamique ou pas dynamique, font partie du vocabulaire commun qui est aujourd'hui utilisé dans les services immobiliers, qui font partie des dialogues qu'on a avec toutes les parties prenantes des projets. Et voilà, aujourd'hui, alors je ne sais pas si on est complètement mûr, mais en tout cas, on est capable de monter en compétences collectivement. Et l'idée de ce matin, c'est vraiment ça, c'est de se dire, inspirons-nous les uns des autres, montons en compétences, et puis lançons ce sujet, qui est un vrai sujet, qui fait partie de nos bilans carbone, qu'on ne savait pas comment adresser jusque-là, et défrichons ce sujet ensemble avec donc ceux qui ont bien voulu participer à cette matinée. Donc l'idée, c'est donc on a Juliette Soré avec nous qui est de Carbone 4, qui nous dressera un bref état des lieux des enjeux climat dans le secteur du bâtiment, ce que vous connaissez tous, mais donc c'est assez rapidement. Mais voilà, c'est pour remettre vraiment les sujets et les ordres de priorité au sein de cette discussion, d'identifier les leviers de décarbonation qui sont éprouvés par le secteur et certains outils qui sont mis à disposition. Et alors là, on a effectivement donc Juliette qui nous présentera un outil sur lequel on avait travaillé chez Logeo, mais aussi Séquence avec Pierrick Thiriot, qui est responsable énergie carbone de chez Séquence,
présentera la démarche qu'ils ont initiée aussi en interne avec un cabinet d'études aussi. Et Sylvain Tessier, avec la vision bureau d'études, avec une autre méthode, Alliance HQE et Ignes, qui nous présentera une autre façon de voir les choses et d'identifier ce sujet-là. Et enfin, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir le sujet avec une table ronde, avec 4 participants, que je remercie d'ores et déjà, pour ouvrir les perspectives et voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur la transformation des pratiques et accélérer le déploiement de ces réhabilitations bas carbone, avec la question des seuils, avec la question d'objectifs, des moyens et de la façon d'y arriver, peut-être par palier, peut-être par petits pas, mais en tout cas d'ouvrir un chemin pour travailler ensemble sur ce sujet-là et de monter en compétences collectivement. Donc, sans plus tarder, parce que vous allez voir, c'est assez dense. Du coup, je passe la parole à Juliette pour cet état des lieux. Merci. Merci beaucoup Marie pour l'introduction et pour l'invitation. Du coup, Juliette Soré, je suis chef de projet au sein de Carbone 4. Carbone 4, on est un cabinet de conseil spécialisé sur les enjeux énergie-climat et on accompagne les organisations pour intégrer la composante climat et biodiversité dans leur stratégie d'entreprise. Donc tout d'abord, pour commencer, on voulait faire un bref rappel de pourquoi on est là ce matin et sur l'état des lieux du secteur du bâtiment sur le sujet climat. Dans un premier temps, le bâtiment, c'est le secteur clé dans la transition environnementale à plusieurs titres. Déjà, d'un point de vue énergétique, c'est le premier consommateur d'énergie finale en France, avec à peu près la moitié de la consommation énergétique finale. Et du coup, ça se traduit également d'un point de vue carbone. C'est le deuxième secteur le plus émissif en France. Notamment, la majorité de l'impact va se passer du coup en phase d'exploitation des bâtiments, notamment sur la partie consommation énergétique. Donc, on a ce qu'on appelle les émissions directes liées à la combustion des énergies fossiles, gaz, fuel, etc. Et les émissions indirectes liées notamment au réseau de chaleur, électricité. Et enfin, une partie assez minoritaire sur les fuites de fluides frigorigènes. Donc ça, c'est la partie sur l'exploitation, environ 2/3 bâtiments existants. Mais on a également tout ce qui est produits de construction et équipements, qu'on a commencé maintenant de plus en plus à aborder les sujets carbone autour des PCE. Globalement, c'est 1/3 des émissions liées au secteur du bâtiment, principalement sur la construction neuve et un peu sur la rénovation, sachant qu'après, une partie de ces émissions ne sont pas faites sur le territoire national. Donc on voit que le secteur du bâtiment, c'est un des sujets prioritaires d'un point de vue climat et c'est un sujet central notamment sur la stratégie nationale bas carbone qui est vraiment la feuille de route de la France pour se décarboner et pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé collectivement, c'est-à-dire atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et là, le bâtiment, c'est un des secteurs qui a, on va dire, les ambitions, les objectifs les plus marqués parce qu'il faut atteindre 0 émission directe sur l'ensemble de son parc. Ça veut dire qu'à horizon 2050, il n'y a plus d'énergie fossile dans le parc du bâtiment. Donc un effort assez important. Et comme on peut le voir, cet effort, quand on regarde comment on atteint les objectifs de réduction, ce qu'on peut voir, c'est que la majorité des actions portent vraiment sur le parc existant. Donc c'est vrai qu'on apporte souvent les sujets carbone sur le neuf. C'est important parce que tous les efforts qu'on ne fait pas aujourd'hui sur les neufs, il faudra les faire après en rénovation d'intimement. Mais vraiment, l'enjeu climat pour le secteur du bâtiment, ça va être sur le parc existant qu'il va falloir le mener. Mais se pose la question, du coup, jusqu'à où faut-il aller sur ce parc existant ? Il y a plusieurs enjeux déjà. Il y a sur le rythme de rénovation, il va falloir accélérer le rythme. Aujourd'hui, c'est estimé qu'en termes de rénovation complète et performante, on est autour de 60 000 rénovations par an, les derniers chiffres de l'ANA, en 2022. Or, la stratégie nationale bas carbone fixe un rythme entre 370 000 à horizon 2030 et 700 000 à horizon 2050.
Donc en fait, il va falloir accélérer le rythme et notamment les gestes de rénovation globale et performante, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt des gestes, des monogestes. Accélérer le rythme. Deuxièmement, rehausser l'ambition. Donc, pour atteindre les rénovations de l'ensemble du parc, on s'est fixé un seuil d'atteindre globalement le BBC rénovation à horizon 2050 pour l'ensemble du parc. Or, certains bâtiments vont avoir des contraintes techniques, etc. et ne vont pas pouvoir atteindre ce seuil. Ça veut dire que les autres bâtiments qui sont en capacité technique doivent aller au-delà de ce BBC rénovation. Donc ça, c'est aussi important à avoir en tête sur vos opérations. C'est ne pas s'arrêter juste avec le BBC rénovation qui est le seuil qui est normalement visé. C'est à chaque fois essayer de voir est-ce qu'on peut faire plus techniquement, est-ce qu'on peut aller plus loin, parce que tous les gains qu'on aura sur ce bâtiment, ils seront sûrement moins chers que derrière sur d'autres bâtiments, on ne va pas pouvoir atteindre ce seuil de BBC rénovation. Donc il va vraiment aller essayer de voir à chaque fois si on peut pousser le curseur au-delà de ce qui est demandé. Et enfin, donc là c'est sur la partie énergétique, et enfin sur la partie matériaux, c'est un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, on a un budget matériaux pour la construction neuve. C'est-à-dire avec la RE 2020, on a des seuils jusqu'à 2031 sur ce qu'il faut atteindre. Sur la rénovation, on ne sait pas trop. Voilà, on n'a pas de seuil. On sait qu'aujourd'hui, si je reviens globalement, on est à 80% budget matériaux sur la construction neuve, 20% sur la rénovation. On peut se dire qu'à horizon 2050, ça va s'inverser, parce qu'il y aura plus de réhabilitation que de construction neuve. Mais du coup, il va falloir définir un seuil et se fixer, peut-être comme la RE 2020, on en parlait, on aura l'occasion d'en parler, je pense, sur la table ronde. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas un seuil comme la RE 2020, un seuil carbone, pour un peu donner une cible pour les acteurs du bâtiment? Donc ça, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet qui est dans la rénovation, parce qu'aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas encore de cas là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la rénovation, et c'est vrai aussi dans vos pratiques, elle est vraiment drivée par la performance énergétique. On est vraiment plus sur les étiquettes énergétiques. Or, il va falloir élargir, si on veut vraiment parler, et c'est le sujet d'aujourd'hui, de réhabilitation bas carbone, il va falloir élargir le spectre et prendre en compte vraiment l'ensemble de l'évaluation environnementale, un peu comme l'a fait la RE 2020 avec le neuf, et s'assurer que la rénovation soit effectivement bas carbone sur l'ensemble de son cycle de vie et donc intégrer notamment les matériaux de construction. Et une fois qu'on a ça, même si c'est intéressant d'un point de vue carbone sur l'ensemble de cycle de vie, ça ne veut pas dire que les efforts que vous faites aujourd'hui sur le neuf, il ne faut pas aussi les chercher aussi sur la réhabilitation, comment aller chercher des matériaux biosourcés, etc., du réemploi. Et ces efforts que vous faites sur le neuf, peut-être potentiellement, vous pouvez aussi les faire sur la réhabilitation. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on ne compte pas le carbone en réhabilitation, notamment pour les composants. C'est plus compliqué que le neuf, parce que contrairement au neuf, on n'a pas juste les matériaux neufs. Là, il faut aussi prendre en compte les matériaux conservés et également tout ce que vous allez déposer. Donc, ces trois composants en plus, on en parlera après avec Sylvain sur comment on va prendre, comment on peut prendre en compte quelle méthodologie de calcul avoir pour ces trois types de composants, et c'est pourquoi c'est important de prendre en 3 points. On se complexifie, pourquoi on ne fait pas simple. Voilà, il y a des raisons, on va le voir juste après. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de méthode, il y a plusieurs méthodes qui existent, il n'y en a pas une qui est utilisée par tous les acteurs, comme on a avec la RE 2020, malheureusement. Par contre, quelque chose qui est de plus en plus, qui tend à se généraliser, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le temps de retour carbone. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette démarche, avec cet indicateur, mais il est assez intéressant. C'est quoi le temps de retour carbone? C'est défini, en gros, c'est le nombre d'années à partir lequel les émissions qui ont dû être émises lors de la réalisation des travaux, vont être amortis par les gains énergétiques. Plus le TRC est faible, plus la réhabilitation est bas carbone. Aujourd'hui, il n'y a pas de seuil qui existe pour laquelle on se dit c'est intéressant bas carbone ou pas. On peut se dire que si c'est à 30 ans, au-dessus de 30 ans,
en fait, d'ici là, on aura peut-être fait encore une autre réhabilitation ou d'acte. Et donc, du coup, au-dessus de 30 ans, on se dit bien que ça a moins d'intérêt. Mais voilà, il n'y a pas de seuil. On considère qu'il faut quand même viser en dessous de 15 ans pour que ça commence à devenir très intéressant d'un point de vue énergétique. Cependant, ce n'est pas le seul indicateur à prendre en compte. C'est-à-dire, on peut avoir, par exemple, dans le cas de projets, on peut avoir un projet où on fait une rénovation globale. Donc, on va avoir un budget carbone lié aux travaux plus important au début, mais ça va permettre de réduire, avoir une pente derrière, une courbe, qui va permettre de réduire de manière plus importante les émissions liées à l'exploitation. Peut-être un TRC plus élevé, mais sur le total, sur tout le cycle de vie, ça va être très intéressant d'un point de vue carbone. On peut avoir, sur le même projet, finalement, faire qu'un changement de menuiserie. Donc on aura un impact carbone des travaux plus faible au début, mais derrière la pente, moins de gains énergétiques. Donc ça donnerait un TRC qui est inférieur. Sur le projet où on fait juste un acte, il y aura un TRC du coup, qui serait très faible. Mais finalement, si on regarde sur la totalité du cycle de vie, ça sera moins intéressant qu'une rénovation globale. Donc c'est pour ça que le TRC, ça ne doit pas être votre seul indicateur à suivre. C'est un garde-fou pour se dire, plutôt vous regardez le TRC si vous êtes au-delà de 15, 30, bon, est-ce qu'elle est vraiment pertinente d'un point de vue carbone? Mais après, quand vous faites vos travaux, il faut vraiment aussi raisonner sur l'ensemble du cycle de vie. Mais on aura l'occasion d'en parler normalement dans les échanges après sur les différents outils, donc on pourra aller plus en détail là-dessus. Du coup, pour résumer un peu ce qu'on a dit, j'ai dit là ce matin, sur la démarche de rénovation, réhabilitation, vraiment l'enjeu clé pour le secteur du bâtiment, c'est comment structurer cette démarche avec les indicateurs, outils, des objectifs pertinents et comment également aller beaucoup plus loin, massifier la démarche, accélérer le rythme de rénovation, s'assurer à chaque fois d'avoir une ambition sur l'énergie tout en sortant des énergies fossiles. Et comment on s'outille pour pouvoir piloter toute cette démarche, cet objectif. Et enfin, un dernier point qui est assez intéressant, où vous avez vraiment un rôle à jouer, c'est comment on garantit l'atteinte des résultats. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une réhabilitation, le retour d'expérience, c'est qu'il y a un effet rebond et que finalement, on consomme plus que le théorique et ce qui est indiqué sur le DPE. Et donc, du coup, il y a vraiment aussi comment on peut suivre la consommation énergétique dans le temps, avoir des retours d'expérience pour derrière s'assurer que les gains qui ont été calculés puissent être traduits de manière réelle. Mais est-ce que du coup un bâtiment qui est rénové avec une faible consommation énergétique est vraiment résilient? Et la réponse n'est pas si simple parce que effectivement, quand on parle de résilience, il faut aussi intégrer les questions de à quel point il permet d'être résilient par rapport au risque du changement climatique, au risque physique. Et ça, c'est important parce que, bon, déjà, aujourd'hui, on sent déjà certaines conséquences du changement climatique. On a déjà, voilà, cette année, on a eu des feux de forêt, des vagues de chaleur, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous réhabilitez le bâtiment, c'est là pour durer, donc dans les 30-40 prochaines années. Et donc, dans les 30-40 prochaines années, les risques, même si on arrive à garder notre objectif, qui pour aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais même si on arrive à rester en dessous des 2 degrés, même en restant en dessous des 2 degrés, on aura quand même une augmentation de la fréquence des risques physiques et leur intensité. Les canicules, on va en avoir de plus en plus et elles vont être de plus en plus avec des températures élevées. Donc c'est pour ça que lors de la réhabilitation, il faut également penser non seulement réduire les passoires thermiques, mais aussi comment on peut améliorer le confort d'été parce que au final, on est là pour ça, c'est améliorer le confort pour les usagers également. Et donc du coup, dès maintenant, il faut intégrer les bonnes pratiques sur des gestes de rénovation. Par exemple, changement des fenêtres, dès maintenant, intégrer aussi des protections solaires. Voilà, donc il y a plein de petites des choses à faire pour améliorer également l'adaptation. Après, ça, c'est certaines techniques, mais derrière, il faut aussi avoir une image de tous les risques physiques sur notre parc pour vraiment avoir une stratégie globale sur l'adaptation et profiter justement de la réhabilitation du bâtiment pour intégrer également l'adaptation dans les enjeux. C'était tout sur la partie état des lieux. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions ou... Non.
On aura l'occasion dans la table ronde. Alors, la deuxième partie, c'était donner, puis après on montrera des projets, mais qu'est-ce que c'est une réhabilitation bas carbone et c'est quoi les clés pour l'interne? Donc, il y aura après des projets concrets, mais déjà un retour d'expérience des hubs des prescripteurs bas carbone sur le sujet. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette initiative, mais du coup, le hub des prescripteurs bas carbone, c'est une initiative qui a été créée avec Carbon 4 en collaboration avec IFPEB, il y a maintenant quelques années. L'idée, c'était un peu comme ce qu'on est en train de faire là ce matin, c'est réunir plein d'acteurs du bâtiment, que ce soit des équipes de maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage, pour travailler ensemble sur des projets concrets pour permettre de discuter sur certains sujets bas carbone, montrer que des solutions bas carbone existent, sont possibles à mettre en place à faible coût, pouvoir s'outiller, mettre en place des outils collectifs, avoir des études, etc. Donc il y a eu tout un tas d'études sur le béton bas carbone, le biosourcé, celui-là RE 2020, etc. Et il y a quelques années, je pense que c'était commencé en 2022-2023, ils ont décidé du coup d'étudier la réhabilitation bas carbone concrètement. Comment on mesure la réhabilitation bas carbone et comment, l'idée c'est vraiment que ça devienne opérationnel, comment on peut mettre en place des variantes à plus faible coût. Et du coup, l'idée c'est de vous présenter. Alors c'est principalement, on a à peu près 80, il me semble, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. On a notamment Séquence qui en fait partie, qui pourra présenter. Et après, on va avoir, c'est plutôt sur les maîtrises d'ouvrage, plutôt les gros acteurs. Mais je pense qu'il y aura les projets qui seront présentés, ICAD, etc. Et puis après, on a aussi dans les maîtrises d'œuvre, Pouget, etc. Enfin voilà, plein d'acteurs. Je les ai pas là, je n'ai pas toute la liste complète. Je pourrais les retrouver. Donc sur son projet, donc le projet sur la réhabilitation bas carbone, donc si ça vous intéresse, il y a tout un rapport là-dessus. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 4 projets réels et les équipes ont travaillé sur comment on pouvait déjà mesurer l'impact carbone de ce projet de réhabilitation et puis après comment on pouvait trouver des variantes. C'est très intéressant déjà le premier retour d'expérience sur comment on compte et qu'est-ce que ça donne quand on compte l'impact carbone de tout le projet sur tout son cycle de vie. Et ça permet de casser un peu une idée reçue. C'est comme on parle de réhabilitation, on se dit tout le temps c'est bas carbone. C'est faux. Une réhabilitation n'est pas intrinsèquement bas carbone. On peut le voir là sur nos retours d'expérience, où à chaque fois il y a 4 projets, on a la partie avant et après. Et ce qu'on peut voir sur ces projets, c'est que la partie verte, c'est l'énergie. C'est qu'à chaque fois, les projets permettent de réduire de manière assez conséquente, selon les projets, l'impact carbone de l'énergie. Donc ça, c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que finalement, quand on prend en compte du coup, le budget carbone des matériaux, finalement, sur pas mal de ces projets-là, en fait, on dépasse la situation existante. Donc sur ces projets, après, ça peut s'expliquer sur pas mal de projets, on touche à la structure, il y a des changements d'usage, etc. Ce n'est pas le cas pour toutes les réhabilitations, mais ce qu'on se rend bien compte, qu'en fait, si on ne calcule pas l'impact carbone, si on ne prend pas en compte l'impact carbone des matériaux, en fait, on émet plus d'émissions que ce qu'on essaie de sauver. Donc, c'est contre-productif. Donc, ça montre bien qu'il est important de non seulement prendre en compte l'énergie et d'aller chercher des gains énergétiques, mais aussi travailler sur la partie composants. Et là, on peut voir, du coup, effectivement, en termes de TRC, temps de retour carbone, du coup, effectivement, on est plutôt autour de 30 ans, ce qui montre que dans le cas actuel de ces projets, avant d'étudier les variantes, ils ne sont pas très intéressants d'un point de vue énergétique. Et le seul, d'un point de vue carbone, pardon. Et le seul qui est intéressant, on y reviendra, c'est celui réhabilitation de logement, parce que c'est le seul, du coup, que Séquence, du coup, ça c'est le projet de Séquence, c'est le seul qui porte vraiment sur la réhabilitation énergétique, ce qui est plutôt votre cas aujourd'hui. Donc ça reste intéressant. Donc du coup, comment faire pour que ça soit vraiment bas carbone? Le hub des prescripteurs a du coup 3 recommandations. La première,
qui est la plus évidente, mais ça va être réduire les consommations énergétiques. Donc vraiment aller chercher, comme on l'a dit, le BBC Rénovation et si possible aller même au-delà de cette exigence. Autre point, c'est également sur certains projets, il faut planifier une sortie d'énergie fossile, mais souvent vous avez soit le raccordement à un réseau de chaleur n'est pas possible tout de suite, soit il n'y a pas techniquement des solutions. Mais du coup, c'est important de le planifier. Mais par contre, ça peut venir dans un deuxième temps. Donc c'est possible de faire plusieurs étapes et pas juste une rénovation globale. Mais voilà, mais c'est vraiment important de réduire les consommations parce qu'on va voir après quand on va sortir du coup des énergies fossiles, ça permet de dimensionner correctement le vecteur énergétique et c'est particulièrement intéressant, notamment pour tout ce qui est EPAC. Donc bon, j'ai un peu initié la deuxième, ce qui est vraiment le deuxième point qui est très important, c'est de la sortir des énergies fossiles. Comme j'ai dit en préambule, la stratégie nationale bas carbone vise zéro émission directe, zéro énergie fossile dans le bâtiment à horizon 2050. 2050, c'est dans 25 ans. Vu le rythme des rénovations, ça veut dire que tous les projets aujourd'hui que vous réhabilitez doivent prendre en compte cette composante de sortir des énergies fossiles, soit maintenant si c'est possible, soit le prévoir dans un deuxième temps quand ça devient techniquement faisable. Là, ce que vous voyez sur le projet, c'est le projet de séquence aussi de logement. Vous avez le scénario de base qui permet de faire déjà 40% de réduction énergétique, donc assez intéressante. Et après, vous avez le scénario bas carbone où on sort, je ne sais plus si c'était, je pense que c'était au gaz, et on sort et on va, il me semble, étudier la solution PAC, pompe à chaleur. Donc là, ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue énergétique, globalement, ce scénario, c'est globalement la même chose. Par contre, d'un point de vue carbone, on est à environ moins 40% de réduction carbone dans le scénario de base, déjà très intéressant. Et là, ça nous permet un gain de moins 90% d'émissions. Donc en fait, sortir des énergies fossiles, c'est tout aussi, voire plus intéressant que réduire les énergies, sauf que déjà, pour votre pompe à chaleur, il va falloir du coup la dimensionner correctement, donc il va bien falloir réduire aussi les consommations énergétiques. Et évidemment, on ne fait pas ça que pour les sujets climatiques. Il y a également tout ce qui est le sujet social, de sortir des passoires énergétiques, de précarité énergétique. Et donc du coup, effectivement, c'est d'abord la diminution des consommations énergétiques qui doit driver déjà la réhabilitation. Et en deuxième temps, du coup, la sortie des énergies fossiles. Sachant que à votre niveau, il y a étudier à chaque fois comment vous pouvez sortir des énergies fossiles, mais il y a également du coup des enjeux à l'échelle nationale, c'est pouvoir techniquement déjà proposer des solutions. Il y a toute la filière qui doit aussi avoir plus de maturité pour proposer des solutions techniques. Aujourd'hui, on a parlé des PAC, mais voilà, c'est encore pas assez mature, notamment dans le cas de la réhabilitation. Et il y a également la décarbonation des réseaux de chaleur, parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même très souvent incité à vous raccorder à un réseau de chaleur, sauf que la plupart des réseaux de chaleur aujourd'hui sont encore assez carbonés et souvent plus carbonés qu'une PAC. Donc il y a vraiment un enjeu aussi d'accélérer la décarbonation des réseaux de chaleur. Et justement, pour illustrer ça, quelques ordres de grandeur sur les différentes empreintes carbone des modes de chauffage. Donc là, on compare ces différentes solutions, grammes de CO2 par kilowattheure de chauffage. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, énergie fossile, forcément, c'est les plus émissifs et que globalement, ça va le rester parce que voilà, quand on brûle du gaz ou du fuel, ça émettra toujours la même. Alors que le réseau de chaleur, aujourd'hui, en moyenne, on est à 100 grammes par kilowattheure. Ça reste assez émissif, mais il faut prendre en compte que ça va évoluer et vont se décarboner dans le temps. Donc là, à l'instant T, c'est encore émissif et on peut le voir dans certains de vos projets. Aujourd'hui, on y reviendra après sur un exemple. C'est Notre-Dame de Belleville. Montville, pardon. Voilà, on a un réseau de chaleur qui était, à l'époque, on a étudié le projet très émissif parce qu'on était autour de 250 grammes de CO2 par kilowattheure. Or, il va être raccordé, il me semble qu'il y aura de l'énergie fatale qui va être impliquée dans le réseau. Et donc, du coup, ça va permettre une forte décarbonation. Et donc, du coup, vous allez en bénéficier naturellement sur vos projets.
Donc très intéressant. Et derrière, enfin, on a la pompe à chaleur et les chaudières bois qui font partie des 2 solutions les plus intéressantes d'un point de vue carbone. Voilà. Après, se pose des questions derrière de vraiment d'autres contraintes qui viennent. Il n'y a pas que le climat, et donc du coup, d'autres contraintes, notamment techniques, qui viennent avec ces solutions-là. Et enfin, un dernier point sur les pompes à chaleur. On pourra en parler plus en détail après si besoin. Mais du coup, les pompes à chaleur sont certes faiblement émissives, mais il s'agit aussi de contrôler le pouvoir réchauffant du fluide frigorigène dans la pompe à chaleur, parce que ça peut émettre beaucoup. C'est souvent plus émissif que le CO2 lorsque c'est émis dans l'atmosphère. Aujourd'hui, il y a une législation européenne qui s'applique, qui va du coup forcer les industriels à proposer des pompes à chaleur avec des fluides frigorigènes moins carbonés. Donc c'est en cours. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Sur les pompes à chaleur, une grosse partie des émissions, notamment de fabrication, quand on regarde une PEP, etc., ça va être quel type de fluide frigorigène utilise cette pompe à chaleur. Et enfin, pour finir, mais ça, c'est encore voilà, le premier point et le troisième point, c'est quelque chose qu'on a parlé avec les gens de l'OGEO qui revenaient un peu, voilà, ça fait partie un peu de votre ADN quand même, de diminuer les consommations énergétiques et également de préserver l'existant. Donc ça va sûrement vous paraître évident, mais il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue carbone de conserver au maximum l'existant, d'aller chercher des gains carbone comme on fait avec la RE 2020, aller chercher les matériaux biosourcés, etc. En fait, ça sera toujours plus intéressant de ne pas devoir aller chercher des matériaux neufs. Donc, conserver au maximum l'existant quand vous le pouvez, ça sera toujours très intéressant, soit au sein même du même bâtiment, soit aller chercher aussi des matériaux de réemploi. Je sais qu'il y a eu quelques projets où ça a été fait au sein de l'OGEO. Donc ça, c'était pratique, qu'il va falloir déployer massivement parce qu'ils sont vraiment les plus intéressantes d'un point de vue carbone et qui seront toujours mieux qu'aller chercher un matériau bas carbone. Donc voilà rapidement les trois clés pour atteindre. Et donc là, j'ai pas les... Je pense pas que j'ai les variantes, mais en fait, en appliquant ces 3 clés à ces bâtiments-là, là, on a pu montrer, le hub des prescripteurs a pu montrer qu'en appliquant ces 3 principes qui sont assez généralistes, en fait, on arrivait à atteindre des TRC qui sont quand même beaucoup plus intéressants, aller vers de la réhabilitation bas carbone, tout en maîtrisant le coût. À noter que du coup, ça donne des idées sur ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire vous chez l'OGEO. À noter que c'est quand même un travail qui, je pense, a duré 2 ans. 1 an, 2 ans. Donc se pose la question comment, voilà, tout ce qui a été fait là, c'est très intéressant et je pense qu'on pourra en reparler après avec Séquence, mais comment on peut massifier cette démarche sans que ça soit aussi chronophage pour les équipes. Il y a une montée en compétences à avoir, ça va prendre du temps, mais voilà, ça c'est des choses que derrière, une fois que c'est diffusé au sein de toute l'organisation, qui permet vraiment d'avoir des gains importants en termes carbone. Je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ce qui vous a été présenté jusqu'à maintenant. Non, mais sur un des graphiques, vous dites qu'avant, on faisait encore avant, là, ici, consommation énergétique, on passait de scénario base à scénario bas carbone en économisant 1%. Si la solution, c'est la pompe à chaleur, à mon avis, on n'économise pas que 1%. C'est peut-être du réseau de chaleur. Ouais. Là, même de passer de gaz à pompe à chaleur, on économise en énergie primaire aussi. Donc c'est peut-être un réseau de chaleur, mais bon. Oui. Scénario de base, c'est quoi? C'est gaz aussi, ouais, c'est ça.
Et ensuite, en passant à l'électricité, vous passez à 11 grammes du kilowattheure en élec et vous rajoutez le COP. Donc, je pense que c'est ça. Je suis désolé, je n'ai pas suivi spécifiquement ce projet-là, mais je pense que c'est ça qui fait l'écart. D'accord. Je pense que la comptabilisation du gain qu'on a avec une PAC, c'est dans la partie carbone qu'on a. Je voulais juste m'assurer que c'était bien la PAC, la solution que vous présentiez, pas. Oui, c'est la PAC. Voilà. Okay. Et après, vous l'avez dit à la fin, mais effectivement, juste avant, vous avez dans les scénarios, vous disiez que parfois rénover en bas carbone, c'était pas si évident. Mais c'est toujours plus évident que de reconstruire. Eh ben, c'était justement les cas. C'était une des questions qui se sont posées. Est-ce que c'est toujours plus intéressant de réhabiliter ou est-ce que dans certains cas, il faut pas mieux démolir et reconstruire? Je pense que la question se pose. Là, la question s'est posée notamment quand il y a eu un changement d'usage, parce que du coup, lors des changements d'usage, je pense que c'était la résidence senior. Du coup, déjà, on a touché pas mal à la structure. Et ça reste quand même une grosse partie des émissions. Et aussi, pour tout ce qui va être l'eau technique, c'était pas du tout adapté, les volumes. Il me semble que c'était des grands volumes avec et donc, du coup, on a dû tout surdimensionner. En termes d'équipement technique, ça a pesé très très lourd et il y a eu des choses qui n'étaient pas possibles de faire et donc du coup à ce moment-là s'est posé la question mais est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de démolir ou reconstruire, sachant qu'au final souvent la question se pose pas d'un point de vue technique. Je pense que là ils ont gardé parce qu'il y avait des contraintes sur la façade, fallait conserver, je sais plus si le bâtiment était inscrit etc. Donc voilà, souvent la question est peut-être un peu plus, c'est pas juste une question carbone, souvent quand vous étudiez la possibilité de démolir et reconstruire plutôt que réhabiliter, mais sur les grosses restructurations, la réponse n'est pas forcément oui. Merci de cette précision qui montre bien qu'on derrière le mot rénovation, il y a beaucoup de sujets. Exactement. Différents. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Après, je pense que dans le cadre de l'OGEO, et peut-être peut-être des retours d'expérience sur d'autres acteurs qui sont là aujourd'hui, mais dans le cadre de l'OGEO, souvent vous êtes vraiment plus sur la réhabilitation énergétique, et donc du coup vous êtes plutôt dans ce cas-là. De ce que j'ai pu voir en tout cas sur ce que vous faites comme projet, vous êtes déjà vous pouvez déjà vous féliciter parce que vous êtes plutôt déjà bien parti pour la réhabilitation bas carbone, c'est-à-dire que globalement vous visez toujours des étiquettes, au moins un saut de 2 étiquettes, et vous conservez au maximum les éléments existants. Donc déjà vous avez 2 des 3 paramètres clés pour atteindre la réhabilitation bas carbone. Donc on peut toujours aller plus loin, il faut aller plus loin. Vous avez vu les objectifs de décarbonation qu'on s'est fixés. Il faut aller plus loin, mais vous partez pas de zéro, et ça, c'est important de le dire. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Je trouve que c'est très clair et que ça remet, ça redonne des, voilà, ça vient, comment dire, sur des idées reçues, travailler des sujets intéressants. Moi, j'ai une question parce qu'on comprend que c'est par briques et qu'effectivement, il y a une forme d'emboîtement de plein de paramètres pour y arriver. Dans ces briques, le réemploi, aujourd'hui, à partir de quand on estime qu'il est suffisamment significatif pour agir sur le temps de retour carbone ou sur l'ensemble du sujet? Alors ça, c'est une des variantes qu'on va proposer avec l'outil, mais le réemploi, c'est vraiment très intéressant parce qu'aujourd'hui, le réemploi, c'est comptabilisé à 0 impact carbone dans les méthodologies existantes, même si en réalité, c'est pas 0, mais on est proche. Et du coup, sur certains types de biens, on a vraiment des gains qui peuvent aller jusqu'à 50 kg de CO2, 100 kg de CO2. Ça, si vous avez en tête des ordres de grandeur pour le neuf logement collectif, on est autour de 600-700 kg de CO2 par mètre carré. Ça commence à être très intéressant. Donc oui, le réemploi, à partir, je ne sais pas comment après vous fonctionnez, si c'est plutôt vous allez chercher le gisement où on vous dit d'ailleurs j'ai tant de portes à être réutilisées, donc dans ce cas-là vous l'intégrez dans le projet. Mais en tout cas, ça va avoir un impact assez significatif sur vos résultats. Après, ça va dépendre évidemment, mais globalement, sur tout ce que j'ai vu, déjà, on n'est pas de l'ordre du pouillem, on est quand même sur quelques pourcents à chaque fois, donc sur pratiquement tous les éléments existants que j'ai pu voir, sur ce qui est fait aujourd'hui dans le réemploi.
Bonjour. J'ai juste une question de compréhension de ce qui est affiché là sur les graphiques. C'est donc 4 projets, c'est des données de projets réels. La base de départ, c'est l'existant, c'était déjà des bureaux, des logements de l'université résidence senior, ou ça a été des transformations. Enfin, je crois que c'est ce qui était évoqué à un moment donné. Et parce qu'en fait, la comparaison, elle est un peu difficile parce que effectivement, transformer. J'ai du mal. En fait, les graphiques verts sont pas les mêmes. On transforme pas forcément les mêmes bâtiments. Donc la comparaison, elle est un peu dans la lecture de ces graphiques-là à interpréter. J'ai du mal à la palper en fait. Non, complètement. Pour le coup, ça aurait été trop long de présenter toute l'étude aujourd'hui, mais le but, c'est pas de comparer chaque projet entre eux, parce que déjà, c'est pas du tout les mêmes typologies. Effectivement, il y en a certains qui ont été un changement d'usage. Ce projet-là, c'est le seul qui a vraiment visé qui a été réhabilité pour la performance énergétique et pas pour le reste. Comme on peut voir, pour le reste, il y a quand même pas mal de budget qui est sur la qualité d'usage. Donc en fait, le premier critère, ça a été améliorer la qualité du bâtiment et pas du tout la performance énergétique. Donc en fait, ces 4 projets sont très différents et ne sont pas du tout à comparer. En fait, l'idée des 4 projets, ça a été de voir déjà calculer l'impact carbone et voir si on peut proposer des variantes. Et voir ce qu'on peut avoir sur les variantes. Après, j'ai pas tout remis là, mais voilà. Donc c'est vraiment très différent. Chaque projet est très différent. Il faut pas les comparer. Bonjour, Xavier Carson, Métropole Normandie. Merci pour la présentation. J'avais une question concernant justement la manière d'étudier l'impact carbone. Enfin, est-ce qu'ils ont tous été étudiés avec une méthodologie ACV qui est la même, et c'est du coup laquelle? Parce que c'est vrai que, en tout cas, dans l'ACV, on peut aller plus ou moins loin. Et en termes aussi de prise en compte de la donnée carbone des matériaux utilisés, notamment, on a parlé de réemploi, à quel point c'est bien pris en compte, et comment, et aussi pour d'autres matériaux plus innovants qui n'auraient pas forcément de fiche FDES, qui permettent souvent de faire l'étude ACV. Oui, donc là-dessus, et je pense qu'on y reviendra juste après, du coup c'est bien la même, ça a été le premier gros sujet, c'est quelle méthodologie prendre en compte, et c'est bien la même méthodologie qui a été appliquée à chaque projet. On a pris en compte non seulement les éléments neufs, mais également les éléments qu'on dépose, et également la prise en compte des éléments conservés. Mais ça sera présenté après sur cette méthodologie avec des schémas, etc. Ça sera plus clair que si j'explique là. Donc ça, c'était la première partie de la question. Et le nom de la méthodologie, il me semble que c'était la méthode HQE, rénovation. Et après, pardon, la deuxième partie, désolé. Ah oui, sur le réemploi. Alors oui, il y a eu une question, et ça c'est une très bonne question, sur les données. Donc le réemploi, ça a été une des variantes qui a été proposée, qui a été étudiée dans une des variantes. Donc le réemploi, on le prend égal à 0, parce qu'aujourd'hui, il existe très peu de FDES qui prennent en compte, après c'est assez faible, mais toute la partie remise à neuf du matériau, c'est souvent très faible, mais aujourd'hui... ça n'existe pas beaucoup en termes de FDES. Et après, il y a une vraie question sur effectivement la qualité des données, parce que quand ils ont fait ce projet au début, c'est pour ça aussi que ça a duré 1 an et demi, le temps de tout calculer, c'est qu'en fait, notamment pour les lots techniques, ils n'avaient pas assez de données, il n'existait pas assez de PEP mais je pense que c'est un peu les mêmes problèmes aussi que vous avez sur le neuf, pour bien prendre en compte tous les lots techniques. Et donc du coup, sauf que ce qu'on voit, et là j'ai pas remis sur ces scénarios, mais souvent, ce qui va peser le plus, ça va être les lots techniques. Ça va pas forcément être toute la partie isolation, etc. Ça va peser moins que les lots techniques. Or, c'est là où on a le moins de données. En termes de données environnementales. Donc en fait, il y a un gros sujet. Donc en premier temps, ils ont estimé ça à la louche parce que dans le cadre du projet, on n'avait pas le temps d'aller en détail. Et dans le deuxième temps, ils ont fait vraiment des efforts. Et là, on n'est pas sur un calcul réglementaire, donc on peut faire des extrapolations, etc. pour avoir ces données-là. Mais il y a un gros sujet, donc pas forcément sur les matériaux innovants, parce que je pense qu'il n'y a pas eu trop d'aller trop cher sur quelque chose de vraiment innovant, mais plutôt sur les lots techniques, juste la qualité des données de base. Et on pourra peut-être vous envoyer toute l'étude au complet parce qu'elle est très très riche. Et donc du coup, il y a toutes ces variantes qui sont exposées, tout le détail, etc.
Merci beaucoup les questions et je passe le micro du coup. Merci Juliette.